Les stéroïdes, ou glucocorticoïdes, on en a tous plus ou moins entendu parler. Ce sont des médicaments incroyablement efficaces, mais ce qu'on sait moins, c'est que le véritable défi, bien souvent, c'est quand il faut s'arrêter. Et on va voir ensemble pourquoi ce n'est pas si simple. Pour se donner une idée de l'ampleur du sujet, il faut savoir que plus de 1% de la population suit un traitement chronique par glucocorticoïdes. Ça peut paraître peu comme ça, mais en réalité, ça représente des millions de personnes. Des millions de personnes qui sont ou seront un jour confrontées à ce défi de l'arène. Alors la question est simple, mais la réponse l'est beaucoup moins. Pourquoi est-ce si compliqué d'arrêter un médicament finalement si courant? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On peut voir ces médicaments comme de véritables remèdes miracles. Mais comme souvent, il y a une contrepartie, une sorte de mode d'emploi caché, surtout quand vient le moment d'appuyer sur le bouton stop. On les utilise vraiment pour tout un tas de situations, pour des maladies auto-immunes, des troubles inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, pour l'asthme bien sûr, les grosses réactions allergiques, ou même dans des cas très sérieux comme la prévention du rejet de greffe. Bref, leur rôle, c'est de calmer le jeu, de maîtriser une inflammation qui s'emballe ou un système immunitaire devenu un peu trop zélé. Et voilà le point crucial. Leur incroyable puissance est directement liée à la difficulté de leur arrêt. Ce n'est pas juste une question de volonté, de se dire « Allez, demain j'arrête la pilule ». Non, c'est bien plus complexe que ça. Pour bien comprendre le problème, il faut faire un petit tour à l'intérieur du corps. Imaginez qu'on a tous une petite usine intégrée qui fabrique notre propre cortisol naturel. Cette usine est dirigée par un grand chef d'orchestre qu'on appelle l'axe HHS. C'est un nom un peu barbare, mais l'idée derrière est assez simple. En temps normal, tout fonctionne parfaitement. Le cerveau, via l'hypothalamus et l'hypophyse, envoie une série d'ordres. Et au bout de la chaîne, les glandes surrénales, qui sont nos ouvriers spécialisés, reçoivent le message et se mettent au travail. Elles fabriquent du cortisol. Maintenant, que se passe-t-il quand on prend des stéroïdes de synthèse? Le corps est inondé de cette substance qui ressemble au cortisol. Le cerveau, qui est plutôt malin, détecte ça et se dit « Oula, il y en a déjà plein, pas la peine d'en produire plus ». Il arrête donc d'envoyer les ordres de production. Et notre usine interne, elle se met tout simplement en pause. Le problème, c'est que si cette pause dure trop longtemps, l'usine commence à rouiller, pour ainsi dire. Le cortex surrénalien s'atrophie, les machines ne tournent plus, le personnel est en vacances prolongées, et quand on a soudainement besoin de relancer la production, c'est la panne. On est là, au cœur du problème. Et justement, au moment de tenter de redémarrer cette usine, on peut faire face à deux types de problèmes, qui peuvent parfois se ressembler, mais qui sont très différents. D'un côté, le syndrome de sevrage, et de l'autre, l'insuffisance surrénalienne. Alors le syndrome de sevrage, c'est l'inconfort que le corps ressent pendant qu'il se réhabitue à fonctionner avec moins d'aide extérieure. C'est désagréable, mais pas forcément dangereux. L'insuffisance surrénalienne, par contre, c'est une autre histoire. Là, on parle d'une vraie panne sèche, d'un manque critique de cortisol qui, lui, peut devenir très dangereux. Regardons les différences d'un peu plus près. Le sevrage peut se manifester assez tôt dans la diminution, même à forte dose, avec des douleurs, de la fatigue. L'insuffisance, elle, apparaît quand la dose devient vraiment trop faible pour les besoins du corps. Et surtout, le risque de crise aiguë est quasi nul dans le syndrome de sevrage, alors qu'il est bien réel et potentiellement vital dans le cas de l'insuffisance. Bon, alors comment on fait pour redémarrer cette usine en toute sécurité? Heureusement, il existe une méthode, une feuille de route pour un redémarrage en douceur, guidée par des recommandations cliniques très précises. Le principe clé, c'est d'adapter la vitesse. D'abord, condition sine qua non, on ne commence à baisser que si la maladie de fond est bien contrôlée. Ensuite, quand les doses sont élevées, on peut réduire assez vite. Mais plus on s'approche de la dose que le corps produirait naturellement, plus il faut ralentir. Y aller à tout petits pas pour laisser le temps à l'usine de se réveiller sans la brusquer. La grande question, c'est, une fois qu'on est arrivé à cette toute petite dose, comment savoir si l'usine est enfin prête à tourner toute seule? On ne peut pas le deviner, il faut vérifier. Et pour ça, on a un outil très utile, le test de cortisol du matin. C'est un peu l'état des lieux de la production. Si le taux est supérieur à 10, c'est gagné, l'usine a bien redémarré. En dessous de 5, non, elle est encore endormie, il faut patienter. Et entre 5 et 10, c'est une zone d'incertitude. On reste prudent, on maintient la petite dose et on contrôle à nouveau plus tard. Parlons maintenant du scénario le plus redouté, le risque le plus critique lorsque l'usine n'est pas encore totalement opérationnelle, la crise surrénalienne. Une crise surrénalienne, c'est une urgence vitale. Il faut bien le comprendre. Le corps subit un stress majeur, une infection, une chirurgie, et il a besoin d'une grosse décharge de cortisol pour y faire face. Sauf que l'usine est en panne, elle ne peut pas fournir. Et là, tout le système peut s'effondrer. Et ce qui est particulièrement piégeux, c'est que les déclencheurs sont souvent des événements de la vie courante. Une simple gastro-entérite, une intervention chirurgicale, même une infection respiratoire. Tout ça peut créer un besoin en cortisol que le corps ne peut pas satisfaire si son usine est encore à l'arrêt. C'est précisément pour cette raison qu'il existe une mesure de sécurité essentielle, les doses de stress. En cas de maladie ou d'intervention prévue, on va augmenter temporairement la dose de stéroïdes pour compenser ce que l'usine ne peut pas encore produire. C'est une véritable ceinture de sécurité pendant toute la phase de sevrage.
Tout ce parcours met en lumière un point absolument fondamental, le rôle de la connaissance et de la collaboration entre le soignant et le patient. D'ailleurs, les recommandations médicales officielles sont très claires là-dessus. Informer les patients des bénéfices, mais aussi des risques de leur traitement n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est la base pour un sevrage réussi et sécuritaire. En fin de compte, le message est simple. Quand on comprend le pourquoi du comment, pourquoi il faut baisser doucement, pourquoi il faut faire des tests, pourquoi il faut faire attention au stress, on n'est plus simplement un patient qui suit des instructions. On devient un partenaire actif de sa propre santé. Et cela nous laisse avec une question essentielle. Maintenant qu'on a posé le pourquoi, la vraie question devient comment. Comment renforcer ce partenariat entre cliniciens et patients pour que ce parcours souvent long et complexe soit vécu de la manière la plus sûre et la plus sereine possible.